Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur le langage et la latéralisation. Voici la carte mentale en question qui se constitue de deux branches, la première sur le langage, la deuxième sur la latéralisation. Concernant le langage, nous allons d'abord nous pencher sur quelques éléments de linguistique. Nous allons définir en premier lieu certains éléments concernant le langage, à savoir que le langage n'est pas la pensée, que le langage peut être envisagé comme étant une capacité à coder et décoder des idées. Donc le langage est indispensable pour la communication, il va permettre une communication relativement fine et précise. Notons également que le langage est différent des capacités à lire et à écrire. Lire et écrire, ça demande un enseignement assez long, lourd, assez spécifique, alors que le langage, on va le voir, va être acquis simplement par l'exposition au langage. Et notons que le langage, bien sûr, c'est une action qui va se traduire par des actions verbales, une verbalisation, ou des actions gestuelles si on parle de langue des signes. Notons qu'il existe une multitude de langues et de dialectes, que les différences sont superficielles et les similitudes sont fondamentales. On a tendance à plutôt effectivement repérer les différences quand on entend des langues qu'on ne connaît pas, alors que les similitudes sont fondamentales puisque toutes les langues sont constituées par des mots et un certain nombre de règles du langage, c'est-à-dire de règles de grammaire. Un mot, qu'est-ce que c'est? C'est une association entre un son et un sens, ou un geste, s'il est question de langue des signes, et un sens. Donc il s'agit bien sûr de conventions qui sont partagées au sein d'une culture donnée. Et la grammaire, comme nous l'avons dit, ce sont les règles du langage qui peuvent porter sur la syntaxe, comment les mots doivent être enchaînés, comment doivent-ils s'organiser, sur la morphologie, donc la constitution des mots avec tous les affixes, ou encore la phonologie, concernant les règles entre autres de prononciation. Donc, connaître les mots et la grammaire au sein d'une langue, on peut dire que c'est indispensable, c'est ce qui va permettre de comprendre une phrase, donc de décoder des informations sensorielles que nous détectons, soit auditivement, soit visuellement, et c'est ce qui va nous permettre de produire une phrase en codant des commandes motrices qui sont sonores, verbales donc, ou gestuelles. Évidemment, la mémoire est indispensable, ainsi que les systèmes du raisonnement. Concernant l'acquisition du langage, notons que l'acquisition du langage nécessite des mécanismes, une structure du système nerveux qui est innée. On peut appuyer ce premier point sur le fait que le langage est universel, on l'observe chez tous les êtres humains, et on note que les étapes d'acquisition du langage sont les mêmes dans toutes les cultures. Aux alentours de 6 mois, on va observer une certaine discrimination des sons. L'oreille du bébé va se régler sur les sons auxquels il est exposé et ses babillages vont ensuite faire de même. Aux alentours de 12 mois, les premiers mots seront prononcés. À 18 mois, les premières combinaisons de mots. Aux alentours de 24 mois, les premières phrases. Et à partir de 36 mois, la fluidité va s'installer et augmenter. On peut noter aussi que ce premier point s'appuie aussi sur les phénomènes de créolisation du langage qui montrent qu'un être humain va nécessiter un certain nombre de règles de grammaire pour pouvoir acquérir finalement un langage. Notons bien sûr que avoir des structures nerveuses qui permettent l'acquisition du langage, c'est une chose, mais il faut aussi être exposé au langage. Il n'y a pas besoin d'un enseignement spécifique, long et lourd, comme c'est le cas pour la lecture et l'écriture. Par contre, il y a besoin d'une exposition au langage, et à partir du moment où l'exposition existe, eh bien, l'acquisition du langage va se faire de façon naturelle. Notons néanmoins qu'il existe ce qu'on peut appeler une période critique, puisqu'il faut absolument que le petit humain soit exposé au langage avant 6 ans. Au-delà de 6 ans, ce sera quasiment impossible en fait d'acquérir un langage. C'est ce qui a été observé avec notamment au XIXe siècle l'étude des enfants sauvages. Concernant les animaux, il est clair que les animaux communiquent entre eux. Par contre, est-ce qu'ils disposent d'un langage ou pas? Tout dépend évidemment de la définition qu'on donne du langage. En tout cas, un certain nombre d'expériences ont été menées pour tenter de faire apprendre un langage, on va dire, relativement humain à des animaux, comme des singes, chimpanzés, gorilles, perroquets ou encore dauphins.
La question qui se pose, c'est surtout est-ce que les capacités langagières qu'on observe chez les animaux, est-ce qu'elles sont homologues au langage humain, au sens évolutif? Alors il y a des éléments qu'on peut avancer, c'est qu'on note que chez les animaux, en fait, pour qu'ils utilisent finalement un langage qui ressemble à celui de l'humain, eh bien, il faut leur enseigner chaque jour ce langage. Donc l'enseignement est important, il est lourd et il est long, alors que chez le petit humain, ça se fait de façon naturelle, simplement en y étant exposé. D'autre part, le langage qu'on arrive à enseigner aux animaux va être quand même limité à des rudiments et les phrases produites vont être relativement utilitaires. D'autre part, on note aussi que le langage acquis, les rudiments de langage acquis ne seront pas utilisés en milieu naturel. Donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a des bases phylogénétiques communes, mais qu'il y a eu ensuite un développement du langage vraiment dans la lignée humaine et pas dans les autres lignées. Concernant les origines du langage, donc on peut se demander chez quel représentant de la lignée humaine on observe un langage et ce sur quoi s'accordent les chercheurs, c'est le fait de dire que Homo habilis, qui a vécu il y a 2 millions d'années, possédait très probablement un langage. En témoigne sa technologie, c'est le premier représentant de la lignée humaine à produire des outils. Ça témoigne de la coordination sociale. On ne peut pas construire des outils sans partager des connaissances, sans coopérer. Et la construction d'outils est telle que ça nécessite un partage de connaissances précises et seul le langage, a priori, peut le permettre. Et puis, un autre argument, c'est que lorsqu'on regarde à l'intérieur des crânes, il subsiste en fait des traces de l'encéphale au niveau du crâne et sur ces traces, eh bien, on note qu'a priori, les aires cérébrales classiquement vues comme étant des aires impliquées dans le langage semblent justement assez développées chez Homo habilis. Alors, concernant la manière dont le langage a pu émerger, il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. L'hypothèse sonore, le fait d'imiter les bruits de l'environnement et puis petit à petit un langage se serait construit. L'hypothèse gestuelle, l'idée au départ de communiquer via des gestes et puis petit à petit des sons auraient été ajoutés à ces gestes. Et puis l'idée d'un proto-langage avec, dans ce cas, des productions émotionnelles qui auraient été peu à peu gouvernées par la volonté et puis tout un ensemble de règles grammaticales. Terminons avec un mot concernant les organes impliqués dans le langage parlé, les poumons. Pour commencer, on peut citer aussi le larynx et les cordes vocales, également des caisses de résonance que sont le pharynx, les cavités nasales et la cavité orale, et également la langue, les dents, les lèvres qui vont permettre d'articuler le langage. Intéressons-nous maintenant à ce langage et au modèle qui permet de comprendre ce langage. Donc on va s'intéresser à la manière dont ce modèle a été élaboré. Notons dans un premier temps que le langage, pour se réaliser, nécessite des systèmes sensorimoteurs, donc des récepteurs sensoriels sont indispensables, ainsi que des possibilités motrices, mais s'associe à cela, comme on l'a dit, tout un ensemble d'éléments qui vont être associés vraiment à la communication, à la représentation symbolique. Donc c'est plus spécifiquement les éléments qui ont vraiment trait au cœur du langage, mais la mémoire est aussi indispensable, ainsi que le raisonnement. Revenons un petit peu sur l'histoire qui a mené à l'élaboration d'un premier modèle. Ce modèle a été élaboré sur la base d'un certain nombre de cas cliniques qui remontent essentiellement au XIXe siècle. On peut évoquer le cas de Paul Broca qui avait parmi ses patients un patient aphasique en particulier qui était Monsieur Le Borgne, surnommé Tan. Et donc cette personne présentait des problèmes de langage concernant ses productions langagières. Elles étaient relativement perturbées. Globalement, il n'était quasiment plus capable de produire de paroles, si ce n'est que de prononcer la syllabe tan, qu'il prononçait parfois 2 fois d'affilée. Et concernant sa compréhension du langage, elle fonctionnait relativement bien chez lui. Il était capable de comprendre ce qu'on lui disait. Donc quand on a effectivement une production du langage perturbée, mais que la compréhension est relativement bonne, on parle d'aphasie de Broca. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'envisageait.
Et ce que Paul Broca a pu noter lorsque M. Le Borgne est décédé, il a pratiqué une autopsie et il a pu constater qu'il y avait chez lui une lésion au niveau du lobe frontal gauche, au niveau du nerf qui a ensuite été appelé l'aire de Broca, qui l'a vu comme une aire capable d'emmagasiner les programmes articulatoires. On peut ensuite évoquer Carl Wernicke. Carl Wernicke, lui, va avoir plusieurs patients qui sont aphasiques et qui présentent une aphasie différente. Dans leur cas, ces personnes vont être capables de produire tout un tas de paroles, donc leur langage est fluide, par contre n'a pas de signification, donc leurs paroles sont inintelligibles. Et ces personnes vont aussi présenter une mauvaise compréhension du langage. Donc la compréhension dysfonctionne chez eux. C'est ce qui est appelé une aphasie de Wernicke. Il a observé chez ces personnes, après autopsie, des lésions qui siégeaient dans le lobe temporal gauche, au niveau d'une nerf qu'on va appeler l'aire de Wernicke. Et cette aire, il la voit comme étant impliquée dans la compréhension du langage. Autre cas clinique observé par Joseph-Jules Desgerines, qui lui va rencontrer un patient qui est alexique, il présente donc des troubles de la lecture, il n'est pas graphique, il ne présente pas de troubles de l'écriture, il n'est pas non plus aphasique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de difficulté pour comprendre le langage oral ou produire un langage oral. Et il présente, lui, une lésion au niveau du gyrus angulaire du lobe pariétal gauche, en plus exactement une lésion au niveau des voies de lésion qui existent entre le cortex visuel et le gyrus angulaire gauche. Et il va associer cette région à la compréhension de l'information visuelle liée au langage. Alors, un modèle va être constitué, il a commencé à être élaboré par Wernicke, il va finir de l'être par Geschwin dans les années 60. C'est ce qu'on appelle le modèle de Wernicke-Geschwin, qui est un modèle connexionniste, c'est-à-dire dans lequel on va comprendre le fonctionnement du langage, qui va s'appuyer en fait sur un certain nombre d'aires qui sont distribuées et qui vont collaborer. Alors on peut donner un exemple pour saisir le fonctionnement de ce modèle. Si on imagine qu'une question est posée à une personne qui du coup va y répondre, on peut imaginer la chose suivante. La question posée va être entendue par la personne. Il va donc y avoir évidemment une réception par les récepteurs auditifs. Les informations vont ensuite se retrouver à un moment donné analysées au niveau des aires auditives primaires des hémisphères cérébraux droit et gauche, puis les informations vont être envoyées vers l'aire de Wernicke à gauche, qui est impliquée, comme on l'a dit, dans la compréhension du langage et l'élaboration de réponses. À partir du moment où la réponse est élaborée, elle va être envoyée à l'aire de Broca, située dans l'hémisphère cérébral gauche. Là, les programmes articulatoires vont être développés, puis envoyés aux aires motrices primaires droite et gauche, qui va compiler les programmes et faire en sorte que la réponse à la question soit produite. Si on prend un autre exemple, le cas d'une lecture d'un texte à voix haute, eh bien, on va partir dans ce cas-là des récepteurs visuels qui observent donc l'écriture. Au final, les aires visuelles primaires vont récupérer ces informations visuelles. Il s'agit des aires primaires droite et gauche. Ces aires visuelles primaires vont envoyer les informations vers le gyrus angulaire gauche, lequel va transformer les formes visuelles en formes auditives, qui sont ensuite envoyées à l'aire de Wernicke gauche, qui est impliquée dans la compréhension du langage et l'élaboration de réponses, qui sont envoyées à Broca, l'aire de Broca située dans l'hémisphère cérébral gauche, qui va associer des programmes articulatoires et les envoyer aux aires motrices primaires des hémisphères cérébraux droit et gauche, qui vont ensuite lancer donc l'ensemble, ce qui va permettre une lecture à voix haute du texte qui est lu. Alors évidemment, ce modèle, on va pouvoir un peu le remettre en question, il est relativement simple, et on peut dire que le modèle est dépassé, le modèle de Wernicke-Geschwin est dépassé, modèle dans lequel finalement on observe la présence de deux grands pôles associés à deux grandes fonctions, c'est-à-dire l'aire de Broca associée à la production du langage, l'aire de Wernicke associée plutôt à la compréhension du langage, alors que dans le modèle actuel, eh bien, on va plutôt l'envisager comme un modèle qui va mettre en jeu un certain nombre de régions qui sont situées un petit peu partout dans l'encéphale, qui ne sont pas uniformes, qui sont donc impliquées dans tout un tas de fonctions et qui vont former des réseaux de traitement en parallèle
impliqués, donc comme on vient de le dire, dans des fonctions unitaires qui restent encore à définir. C'est-à-dire qu'on peut difficilement parler juste de production et de compréhension, il va falloir trouver des sous-fonctions jusqu'à accéder finalement à des formes de fonctions un peu unitaires qui, réalisées les unes avec les autres, les unes en parallèle, vont permettre la production d'un langage. Alors revenons justement sur un certain nombre d'arguments qui amènent à remettre ce modèle en question. On peut déjà commencer par quelques remarques sur les aphasies. Notez qu'une aphasie peut se caractériser par un certain nombre d'éléments, notamment sa fluidité, on parle parfois de fluence. On peut évoquer aussi les paraphasies, les paraphasies qui sont par exemple des remplacements d'un mot par un autre, entre autres, mais il y a plusieurs formes de paraphasie qui existent. On va caractériser l'aphasie par son degré de compréhension, la capacité à répéter et la capacité à dénommer. Notons qu'une aphasie peut être accompagnée par une agraphie. Une agraphie, c'est un trouble acquis de l'écriture, par une alexie, qui est un trouble acquis de la lecture, ou par une apraxie, qui est un trouble acquis des gestes. Bien sûr, ces troubles peuvent aussi exister en l'absence d'aphasie. Notons aussi que quand il y a des troubles, quand il y a une aphasie, ce sont toutes les langues qui sont concernées. C'est-à-dire que chez un polyglotte, qu'il s'agisse de langue orale ou gestuelle, de toute façon, toutes les langues seront impactées. Alors revenons plus en détail sur l'aphasie de Broca. Notons qu'elle se caractérise par une parole qui va être hésitante et laborieuse, comme on l'a déjà évoqué. En revanche, il y a peu de paraphasie qui s'observe dans une aphasie de Broca. La compréhension est préservée, en fait elle est en partie préservée, elle l'est pour des mots qui sont isolés et des phrases qui sont grammaticalement simples. Par contre, la compréhension va être perdue lorsque les phrases deviennent relativement complexes. Notons que la répétition est altérée, la dénomination est pauvre. On observe la plupart du temps aussi une hémiparésie droite, c'est-à-dire une forme de paralysie incomplète située dans l'hémicorps droit. Et on constate aussi que le patient victime d'une aphasie de Broca est en général conscient de son déficit et peut présenter éventuellement une forme de dépression. Alors les lésions qu'on observe lorsqu'il y a une aphasie de Broca, eh bien on constate qu'elles sont loin de n'impliquer que l'aire de Broca. En fait, quand seulement l'aire de Broca présente une lésion, on va parler d'aphasie de l'aire de Broca et il s'agit d'une aphasie transitoire. En fait, pour observer l'aphasie de Broca, on va dire classique, comme avait pu l'observer Broca, il faut des lésions relativement importantes, donc des lésions multiples qui vont siéger notamment dans les régions du cortex frontal gauche, et pas seulement au niveau cortical, mais aussi dans les régions plus profondes. La plupart du temps, ça implique l'aire de Broca, mais aussi les régions alentours qui se trouvent autour de l'aire de Broca, également la substance blanche profonde de ces régions, mais aussi d'autres structures comme l'insula, encore les noyaux gris de la base, entre autres. Donc ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ces régions, ce seraient des régions qui seraient plus spécifiquement impliquées dans la répétition d'une boucle phonologique, en jeu aussi dans la mémoire à court terme verbale, qui permettrait l'assemblage de phonèmes en mots et de mots en phrases. Revenons à présent sur l'aphasie de Wernicke. L'aphasie de Wernicke se caractérise par une parole qui est relativement fluide, voire abondante. On peut parler d'ailleurs de logorée dans ce cas. Les paraphasies vont être courantes dans une aphasie de Wernicke avec une parole qui va être inintelligible. La compréhension va être altérée, la répétition va être altérée, la dénomination va être pauvre. Alors en revanche, on n'observe pas de signes moteurs et la personne va souvent présenter une certaine anxiété, une agitation, voire une certaine euphorie. Là aussi, dans une aphasie de Wernicke, les lésions sont loin de n'impliquer que l'aire de Wernicke. En effet, quand il n'y a que l'aire de Wernicke qui est lésée, l'aphasie que l'on observe là aussi est transitoire. Pour avoir une aphasie de Wernicke, là aussi, comme c'était le cas pour l'aphasie de Broca, il faut que les lésions soient relativement multiples. Ici, elles vont siéger donc essentiellement au niveau du lobe temporal gauche, autour de l'aire de Wernicke. Donc en général, on va observer des lésions de l'aire de Wernicke, mais aussi des aires qui entourent l'aire de Wernicke, également dans les aires qui sont à proximité des aires auditives, mais aussi dans la substance blanche profonde de ces régions, entre autres. Et on peut voir ces régions finalement comme semblant être impliquées dans des processus qui vont permettre d'associer des sons à des concepts. Il existe tout un tas d'autres d'aphasies, des aphasies de conduction, aphasies globales, différentes aphasies transcorticales.
Alors, ce qui découle en tout cas de ces arguments, c'est le fait que finalement, dans le langage, il y a de multiples petites régions situées dans l'hémisphère cérébral gauche qui vont être importantes. Hein, c'est leur activité qui va permettre l'émergence du langage. Alors, on peut en dire un petit peu plus sur les deux hémisphères cérébraux. Intéressons-nous pour commencer à l'hémisphère cérébral gauche. On peut noter que lorsqu'on fait des stimulations de l'hémisphère cérébral gauche au cours d'opérations neurochirurgicales, eh bien, on constate qu'il y a de nombreux sites qui, lorsqu'ils sont stimulés, vont impacter le langage. Et ces sites sont très largement distribués et ils sont situés également au-delà des zones historiques du langage, c'est-à-dire au-delà des régions uniquement de Broca et de Wernicke. Notons que lorsqu'une lésion est réalisée par exérèse chirurgicale dans les zones dites historiques du langage, donc dans l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, eh bien, on va voir qu'il n'y a pas de déficit durable dans le langage. Quand il y a des lésions accidentelles dans l'aire de Broca ou l'aire de Wernicke, si les lésions sont restreintes, relativement petites, là encore on n'observe pas de déficit durable. Finalement, c'est uniquement lorsque les lésions sont étendues qu'on va trouver des déficits qui sont vraiment en accord avec le modèle de Wernicke-Geschwind. Notons également que les études d'imagerie fonctionnelle cérébrale montrent que les tâches langagières vont activer un certain nombre d'aires et cela de façon simultanée. Et on note que les aires activées sont relativement petites et qu'elles sont situées au-delà des zones historiques du langage, au-delà des aires de Broca et de Wernicke, même si elles sont aussi en partie situées dans ces aires. Le problème avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale, c'est que quand on fait un Moyen-Âge, ce qui ressort, ce sont effectivement les aires de Broca et de Wernicke, mais si on ne passe pas par le Moyen-Âge et qu'on observe ce qui se passe lors de chaque essai, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'aires multiples situées au niveau des aires de Broca et de Wernicke, mais aussi au-delà, qui vont être en jeu. Concernant l'hémisphère cérébral droit, on note que lorsque des stimulations cérébrales sont faites, là aussi au cours d'opérations neurochirurgicales, il n'y a pas de perturbation du langage. Et notons aussi que lorsqu'il y a des lésions au niveau de l'hémisphère cérébral droit, eh bien, ce qu'on note montre que l'hémisphère cérébral droit est aussi impliqué dans le langage, puisqu'on note qu'à partir du moment où les lésions sont relativement étendues, dans les régions correspondant aux aires de Broca et aires de Wernicke qu'on observe côté gauche, eh bien, on constate qu'il y a quand même un impact sur le langage. L'impact va se situer essentiellement au niveau de la prosodie du langage, tout ce qui concerne donc un peu la musique du langage, les intonations, ainsi qu'au niveau de la pragmatique, c'est-à-dire la capacité finalement à saisir le contenu du langage, aussi en s'appuyant sur les éléments de contexte. Notons aussi que des lésions étendues au niveau de l'hémisphère cérébral droit peuvent avoir un impact sur la musique, à la fois la perception musicale, mais aussi la production musicale. Donc, pour dire un mot sur l'état actuel concernant le modèle de Wernicke-Geschwind, concernant ce modèle, on peut dire qu'il comporte un certain nombre d'erreurs et bien sûr des simplifications extrêmement exagérées. Il est faux en fait de dire que des régions bien délimitées, assez vastes, aires de Broca et de Wernicke, correspondent à des fonctions spécifiques qui restent bien trop générales. Quand on parle de production ou de compréhension du langage, c'est beaucoup trop général. Par contre, il est vrai que ce modèle de Wernicke-Geschwind garde une certaine validité clinique et didactique parce que c'est un modèle qui est simple et voilà, il a une certaine validité à partir du moment où les lésions qu'on observe sont relativement étendues. Mais si on veut donner un modèle actuel qui s'approche, on va dire, de ce qui se passe réellement, on peut dire que le langage est sous-tendu finalement par tout un tas de régions qui vont constituer un système de traitement en parallèle. Donc dans un réseau qui est vraiment distribué, constitué vraiment de nombreuses aires, des aires qui sont petites, largement réparties et spécialitées, qui assurent probablement plusieurs fonctions, à la fois dans le langage, mais aussi dans d'autres processus. On avait évoqué la mémoire, encore la reconnaissance, on peut évoquer le raisonnement, ainsi de suite. Et que ces petites aires assurent des processus cognitifs élémentaires qui restent encore à définir. On peut évoquer l'analyse phonologique, l'analyse syntaxique, l'analyse sémantique, mais ça reste encore à subdiviser. Ça reste malgré tout des fonctions relativement vastes.
Donc l'idée, c'est pas de présenter vraiment les modèles actuels, il en existe plusieurs, mais c'est en tout cas de bien se rendre compte que le modèle de Wernicke-Geschwind, c'est un modèle ancien qui n'a qu'un intérêt didactique et qui est largement dépassé par des modèles actuels plus complexes, mais il n'y a pas encore vraiment de modèle véritablement consensuel proposé par les chercheurs dans ce domaine. Alors intéressons-nous maintenant à la latéralisation. Et commençons avec une remarque concernant le concept de dominance. Alors notons que l'être humain présente une symétrie bilatérale, mais qu'au-delà de cette symétrie, il y a aussi un certain nombre d'asymétries, aussi bien des asymétries anatomiques que fonctionnelles. Et ça amène évidemment à se poser la question concernant nos hémisphères cérébraux. Nous en avons deux, un à droite, un à gauche. Y en a-t-il un qui est dominant par rapport à l'autre? Alors au XIXe siècle, on a constaté que des lésions siégeant au niveau de l'hémisphère cérébral gauche avaient un impact au niveau de la fonction langagière, ainsi qu'au niveau d'autres fonctions. Donc au XIXe siècle, on a commencé à forger l'idée que l'hémisphère cérébral gauche était l'hémisphère cérébral dominant, alors que le droit était vu comme l'hémisphère cérébral mineur, parce que les lésions, quand elles sont petites à son niveau, vont assez peu impacter les activités humaines. Il faut que les lésions soient en fait relativement étendues, donc on le voyait vraiment comme un hémisphère cérébral mineur avec peu d'impact lorsqu'il est lésé sur les activités humaines. Alors évidemment, le terme de dominance est excessif. Malgré tout, il reste souvent utilisé, ce qui permet de simplifier un peu le propos, et on continuera donc finalement à l'utiliser ici. Il faut savoir qu'on parle en règle générale plutôt de spécialisation d'un hémisphère cérébral dans une fonction, ou bien de latéralisation d'une fonction à un hémisphère cérébral. Alors on peut se poser la question justement de la latéralisation qui concerne le langage. Est-ce que effectivement il y a une spécialisation d'un hémisphère cérébral dans le langage ou pas? Alors par rapport à ce qu'on a dit précédemment, on peut se dire qu'a priori l'hémisphère cérébral gauche présente une spécialisation pour le langage. Alors comment évaluer cette latéralisation? On peut le faire avec un test qui s'appelle le test de Vada, qui peut être réalisé lors d'une opération neurochirurgicale. Il consiste à anesthésier un hémisphère cérébral, puis l'autre. Pour cela, on injecte un anesthésique dans soit la carotide droite, soit la gauche, et on va voir ce qui se passe au niveau de tâches langagières. Ce qu'on constate, c'est que globalement, les tâches langagières vont être perturbées quand c'est l'hémisphère cérébral dominant qui est anesthésié. Par contre, les tâches langagières ne sont pas perturbées quand c'est l'hémisphère cérébral qui n'est pas dominant qui est anesthésié. Donc ça permet au neurochirurgien de savoir s'il opère sur l'hémisphère cérébral qui est dominant pour le langage ou pas. Alors globalement, on observe, comme nous l'avons vu, une latéralisation à gauche pour le langage, et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il en est avec les questions de latéralisation manuelle? Eh bien, les deux éléments sont assez peu liés. Globalement, on observe une latéralisation à gauche chez à peu près tout le monde. Donc c'est le cas de quasiment tous les droitiers, et c'est le cas aussi de quasiment tous les gauchers, en tout cas une grande majorité de gauchers. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus de gauchers qui vont présenter une latéralisation droite pour le langage. Mais globalement, on peut dire que la plupart des individus, qu'ils soient droitiers ou gauchers, de toute façon présentent une latéralisation à gauche pour le langage. Notons aussi que la latéralisation serait légèrement plus accentuée chez les hommes par rapport aux femmes, et encore, ça dépend un peu des études. Donc c'est relativement faible, et des recherches supplémentaires sont nécessaires finalement pour vraiment affirmer ces éléments. Concernant cette latéralisation, on peut évoquer un certain nombre d'observations qui ont été faites dans des situations dites de cerveau divisé. Alors, cerveau divisé, qu'est-ce que ça veut dire? Revenons sur le fait qu'il y a deux hémisphères cérébraux, que les deux hémisphères cérébraux sont connectés l'un à l'autre par un gros faisceau de substances blanches qui constitue le corps calleux, qui est constitué d'à peu près 200 millions d'axones. La question qui se pose, c'est est-ce que les deux hémisphères cérébraux présentent une certaine indépendance ou pas, et quels sont leurs éventuels rôles? On peut commencer avec un certain nombre d'expériences qui ont été menées par Sperry, et puis Myers et Sperry. Sperry a d'ailleurs obtenu le prix Nobel en 1981 pour l'ensemble de ces expériences. On peut évoquer des expériences qui ont été faites donc chez le chat. On note qu'un chat intact peut apprendre à discriminer visuellement des formes, par exemple des formes géométriques qui lui sont montrées.
Maintenant, intéressons-nous à ce qui se passe chez un chat qu'on prépare de telle manière à lui montrer à montrer à un seul de ses hémisphères cérébraux des formes visuelles. Donc pour ça, on va préparer un chat. On va placer sur l'un de ses yeux un cache. On voit ici les deux yeux du chat, l'œil gauche, l'œil droit. Ici, le cache qui est placé sur l'œil droit. On va réaliser une section du chiasma optique et puis on va réaliser une section du corps calleux que l'on voit ici, ce qu'on appelle une commissurotomie. Si bien que quand on va montrer ensuite à l'animal des objets, eh bien, finalement, la seule connexion qui fonctionne, c'est celle-ci, c'est-à-dire que cet œil-là est le seul à percevoir ce qu'on lui montre et seuls les récepteurs de la rétine qui envoient les informations vers l'hémisphère cérébral droit, ici, eh bien, vont pouvoir effectivement récupérer les informations et les envoyer à l'hémisphère cérébral droit. Ce qui fait que dans cette situation, quand on montre des formes visuelles à l'animal, un seul de ces hémisphères cérébraux la perçoit. Dans ce schéma-là, c'est seul l'hémisphère cérébral droit qui perçoit les formes. Alors on peut se demander, est-ce qu'un animal ainsi préparé est capable d'apprendre des tâches de discrimination visuelle de forme? Donc dans la première phase, c'est ce qu'on vient de montrer, le cache est placé sur l'œil droit, c'est-à-dire que l'hémisphère cérébral gauche est le seul à percevoir les formes géométriques qui sont montrées et du coup il va être le seul à apprendre la tâche de discrimination de forme. Évidemment, si on s'intéresse au chat dans sa globalité, on peut dire que le chat est toujours capable d'apprendre à discriminer des formes. En revanche, maintenant, si on déplace le cache, si on place le cache sur l'autre œil, ici sur l'œil gauche, eh bien à ce moment-là, seul l'hémisphère cérébral droit va détecter les objets qui sont montrés et sera le seul à percevoir finalement les formes. Par contre, si on montre les formes, on va se rendre compte que le chat ne sait plus discriminer les formes. En fait, on va se dire qu'effectivement, c'est comme si le chat avait oublié son apprentissage. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'hémisphère cérébral droit, il n'a pas appris. Du coup, évidemment, il échoue à la tâche de discrimination. Au final, c'est le chat lui-même qui ne va plus être en mesure de discriminer les formes. Par contre, si on apprend à l'hémisphère cérébral droit à discriminer les formes, eh bien on se rend compte qu'il est tout à fait en mesure d'apprendre. Donc ce qui est montré ici, c'est que chaque hémisphère cérébral peut fonctionner indépendamment de l'autre et que la fonction du corps calleux, a priori, c'est de transférer l'information apprise par un hémisphère cérebral à l'autre hémisphère cérébral. Alors, on peut évoquer le cas de sujets humains qui présentent un cerveau divisé. Donc, c'est ce qui a été proposé justement suite aux expériences de Myers et Sperry. On s'est rendu compte que la section du corps calleux avait très peu d'impact finalement sur la vie des organismes. Et cette opération donc, a été réalisée chez des personnes qui présentaient des épilepsies chroniques extrêmement invalidantes. Donc, on a réalisé une commissurotomie, des commissurotomies chez ces personnes. C'est ce qui a permis de contrôler en fait les crises épileptiques ou de les faire complètement disparaître. Et ça a permis donc à ces personnes d'avoir une vie bien meilleure puisqu'il n'y avait plus ces crises d'épilepsie qui survenaient régulièrement. Donc les personnes qui présentent une commissurotomie peuvent être qualifiées de personnes commissurotomisées ou de personnes au cerveau dédoublé ou encore de split brain. Alors, donnons un préalable pour bien comprendre les expériences. En fait, les expériences sont faites chez une personne, mais on peut imaginer, pour comprendre les expériences, qu'il y a comme deux personnes au lieu d'une. Première personne, ça va être monsieur hémisphère cérébral droit. Deuxième personne, ça va être monsieur hémisphère cérébral gauche. De quoi sont capables ces deux messieurs? Eh bien, monsieur hémisphère cérébral droit est capable de comprendre des instructions simples. Par contre, il ne parle pas. Il reçoit des informations qui viennent de l'hémichamp visuel gauche, comme on le voit ici. Il reçoit des informations de la main gauche et il peut contrôler la main gauche. Pour ce qui est de monsieur hémisphère cérébral gauche, ici, il comprend toutes les instructions, il parle, il reçoit des informations de l'hémichamp visuel droit, il reçoit des informations de la main droite et il va pouvoir envoyer des ordres moteurs à la main droite, donc il contrôle la main droite.
Concernant les protocoles expérimentaux qui ont été développés, on va s'intéresser à 2 tâches proposées à ces personnes. Une tâche de discrimination visuelle pour commencer. Alors évidemment, il n'y a pas de section du chiasme optique faite chez ces personnes, à la différence des chats. Il va donc falloir envisager un dispositif un peu particulier. En fait, on va demander aux personnes de fixer leurs yeux sur un point situé entre 2 écrans. On peut imaginer qu'ici, ce sont donc les 2 émichants visuels qui correspondent à 2 écrans. L'écran de droite, ici en bleu, est perçu par l'hémisphère cérébral gauche et l'écran de gauche, ici en rouge, est perçu par l'hémisphère cérébral droit. Ce que l'on fait, c'est qu'on va projeter des images soit sur l'écran de droite, pour que seul l'hémisphère cérébral gauche les voit, soit sur l'écran de gauche pour que seul l'hémisphère cérébral droit les voit. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va projeter un temps relativement court ces images, de façon à ce que la durée de projection soit inférieure au temps nécessaire à réaliser un mouvement oculaire, pour être certain que les yeux, en se déplaçant, ne balayent pas l'ensemble du champ visuel, et pour ne pas perturber ces données de base, c'est-à-dire qu'on veut vraiment rester dans la situation où ce qui est projeté sur l'écran de droite n'est vu que par l'hémisphère cérébral gauche et inversement. On peut aussi proposer des tâches de discrimination tactile. Pour cela, on va demander aux personnes de placer leurs mains sous un cache de façon à éliminer la vision. Et des objets vont pouvoir être placés soit dans la main droite, si on veut que seul l'hémisphère cérébral gauche les identifie, soit dans la main gauche, si on veut que seul l'hémisphère cérebral droit les identifie. Commençons avec la première expérience dans laquelle on va présenter visuellement des objets, un objet, un triangle à l'hémisphère cérébral gauche. Pour cela, on va projeter l'image du triangle dans l'hémisphère visuel droit, comme on le voit ici. Donc on projette le triangle dans l'hémisphère visuel droit et seul l'hémisphère cérébral gauche le voit. Si on pose la question à la personne, qu'avez-vous vu? Eh bien, l'hémisphère cérébral gauche, il a vu le triangle. Il parle, il va dire j'ai vu un triangle. Bon, l'hémisphère cérébral droit, il n'a rien vu, mais il ne parle pas, bon, il va donc rien dire. Si on demande à la personne de saisir l'objet vu sous cache, eh bien l'hémisphère cérébral gauche, il a vu le triangle, il commande la main droite va pouvoir saisir un autre triangle. Si on force la personne à saisir un objet avec sa main gauche, l'hémisphère cérébral droit n'a rien vu, c'est pas que c'est un triangle qui a été montré. Il commande la main gauche, il va commander à la main gauche de saisir n'importe quel objet au hasard, mais il ne pourra pas, en tout cas de façon certaine, saisir le bon objet. Deuxième expérience, on présente de façon tactile un triangle à l'hémisphère cérébral gauche. Pour cela, on place l'objet dans la main droite, comme c'est représenté ici sur ce schéma. Donc, si on pose la question à la personne de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre main, eh bien, il y a donc dans la main droite un triangle. Donc l'hémisphère cérébral gauche identifie le triangle qui est dans la main droite. Il parle, il va dire j'ai un triangle dans la main. L'hémisphère cérébral droit, il n'a rien identifié, il ne parle pas, donc de toute façon il ne dit rien. Si on demande à la personne de saisir l'objet identifié sous cache, l'hémisphère cérébral gauche, il a identifié le triangle, il commande la main droite, il va demander à la main droite de saisir un autre triangle. L'hémisphère cérébral droit, il ne discrimine pas le triangle, il ne sait pas que c'est un triangle dont il s'agit, il commande la main gauche, et bien s'il doit saisir un objet, il va forcément saisir un objet au hasard. Il ne peut pas saisir le bon objet, sauf s'il le saisit au hasard. Expérience 3, on réalise cette fois-ci une présentation visuelle, donc un rond à l'hémisphère cérébral droit. Pour cela, on projette l'image du rond dans l'hémisphère visuel gauche, comme on le voit ici sur cette image. Si on demande à la personne qu'avez-vous vu, eh bien l'hémisphère cérébral gauche ici n'a rien vu. C'est lui qui parle, il va dire je n'ai rien vu. Par contre, l'hémisphère cérébral droit, lui, il a vu le rond, mais il ne parle pas, et donc il ne dit rien. Si on demande à la personne de saisir l'objet vu sous cache, eh bien l'hémisphère cérébral gauche n'a rien vu, il commande la main droite, eh bien la main droite ne va pas pouvoir saisir le bon objet, à moins de le prendre au hasard. L'hémisphère cérébral droit, par contre, il a vu le rond, il commande la main gauche, il va pouvoir commander à la main gauche de saisir un autre rond. Quatrième expérience, on présente cette fois-ci de façon tactile un rond à l'hémisphère cérébral droit. Pour cela, l'objet est donc placé dans la main gauche, comme on peut le voir ici sur cette image. Alors, on va poser la question suivante à la personne, qu'y a-t-il dans votre main gauche? Alors, l'hémisphère cérébral gauche n'a rien identifié, mais il parle.
L'hémisphère cérébral droit, il identifie un rond dans la main gauche, mais il ne parle pas. Donc si on reprend ici l'image, eh bien l'hémisphère cérébral gauche, il parle, mais il ne sait pas que c'est un rond qui est dans la main gauche. Par contre, il a vaguement conscience qu'il y a quelque chose. Et en fait, quand on pose la question à la personne, qu'y a-t-il dans votre main? La personne va dire, j'ai conscience d'avoir quelque chose dans la main, mais je ne sais pas ce que c'est. Comment comprendre cette phrase? Eh bien, on peut se dire que d'une manière ou d'une autre, il y a des informations qui arrivent à l'hémisphère cérébral gauche via des voies qui en tout cas ne sont pas sectionnées par la commissaurotomie et qui ramènent en fait des informations ipsilatérales. Si on demande à la personne de saisir l'objet identifié sous cache, eh bien l'hémisphère cérébral gauche, il ne sait pas qu'il s'agit d'un rond, il commande la main droite ne va pas pouvoir saisir le bon objet. L'hémisphère cérébral droit, il a identifié le rond, il commande la main gauche, et il va pouvoir saisir un rond. Alors, intéressons-nous maintenant à une expérience de double présentation visuelle. On va présenter donc un triangle à l'hémisphère cérébral gauche et un rond à l'hémisphère cérébral droit. Donc, on est dans la situation suivante. On présente les deux objets en simultané. L'hémisphère cérébral gauche voit le triangle, l'hémisphère cérébral droit voit le rond. Et puis, on demande donc à la personne de saisir l'objet avec ses mains, donc placé sous un cache, de saisir l'objet vu. L'hémisphère cérébral gauche, il a vu le triangle, il commande la main droite. La main droite va donc être en mesure de saisir un autre triangle. L'hémisphère cérébral droit a vu le rond, il commande la main gauche, il va donc commander à la main gauche de saisir le rond. Si on demande à la personne de garder ses mains sous le cache, eh bien, que va dire la personne? Donc, si on lui demande sans regarder qu'y a-t-il dans vos deux mains, la personne va dire deux triangles. En fait, si on évoque ici ce qui se passe, donc on a les objets dans la main. Ici, dans la main droite, c'est un triangle. C'est ce qu'a vu l'hémisphère cérébral gauche qui parle. Dans la main droite, il y a un rond. C'est ce qu'a vu l'hémisphère cérébral droit qui ne parle pas. Par contre, comme on l'a dit, d'une certaine manière, l'hémisphère cérébral gauche va être informé du fait qu'il y a quelque chose dans la main gauche, mais il ne va pas pouvoir avoir accès à ce qu'est l'objet. Et comme il a un triangle dans la main droite, d'une certaine manière, il va interpréter un petit peu ce qu'il y a dans sa main. Au lieu de dire j'ai un triangle dans la main droite et quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est dans la main gauche, il va dire j'ai deux triangles. Et on peut dire que l'hémisphère cérébral gauche, finalement, a un peu fait une interprétation de quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose dans sa main et il va interpréter le fait que c'est un triangle. D'une certaine manière, c'est peut-être ce qui lui semble le plus logique. Donc ça a mené à cette idée d'hémisphère cérébral gauche interprète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on se remet exactement dans la même situation, mais qu'on demande à la personne de saisir en vision libre les objets qui ont été vus? Alors, a priori, l'hémisphère cérébral gauche a vu le triangle, il commande la main droite, on s'attend à ce que la main droite saisisse le triangle. L'hémisphère cérébral droit a vu le rond, il commande la main gauche, on s'attend à ce que la main gauche saisisse le rond. Mais voilà ce qui se passe. En fait, au moment où la main droite commence à saisir le triangle, en fait, l'hémisphère cérébral droit le voit, il estime qu'une erreur va se produire. Et l'hémisphère cérébral droit va demander à la main gauche, celle qu'il commande, de saisir la main droite pour la réorienter vers le rond qu'il estime être finalement le bon objet. C'est le phénomène qu'on peut appeler phénomène de la main secourable et qui souligne une probable spécialisation de l'hémisphère cérébral droit, au moins pour certaines tâches spatiales. Voilà, donc évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, quand il y a une commissaurotomie, eh bien, on observe voilà, des choses un peu bizarres, mais ce sont des phénomènes qu'on observe en situation de laboratoire, quand il y a un contexte en fait, expérimental bien précis qui est mis en place. Globalement, les patients qui ont subi une commissaurotomie, dans leur grande majorité, n'ont pas présenté de problème spécifique. Il n'y en a que quelques-uns, quelques rares cas, qui ont pu présenter pendant un temps défini quelques conflits interhémisphériques, des conflits qui ont fini par disparaître, avec par exemple une personne donc, qui réalise une action, qui va prendre un vêtement, et puis l'autre main qui choisit un autre vêtement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut saisir ce qu'est un conflit interhémisphérique. Alors, on peut aussi évoquer une autre expérience qui met en évidence la possibilité d'une
forme de communication entre les deux hémisphères cérébraux chez les split brain qui se fait via un indissage qu'on appelle indissage croisé. Là aussi, il s'agit d'une situation expérimentale particulière. En fait, on va présenter visuellement une couleur, soit du vert, soit du rouge, à l'hémisphère cérébral droit. Pour cela, on projette la couleur dans l'hémisphère visuel gauche. Donc, on projette soit du rouge, soit du vert. L'hémisphère cérébral droit va voir soit du vert, soit du rouge. Ensuite, on demande à la personne, finalement ça revient un peu à demander à son hémisphère cérébral gauche qui parle, on lui demande quelle est la couleur que vous avez vue. Est-ce que c'est du vert ou est-ce que c'est du rouge? Alors évidemment, la personne n'a rien vu, on lui demande quand même de donner une réponse. Cette réponse, en tout cas en début d'expérience, la personne va forcément la donner au hasard. Donc parfois elle se trompe, parfois c'est la bonne couleur, il y a une chance sur deux que ce soit bon, une chance sur deux de se tromper. Mais ce qu'on note, c'est que quand on réalise l'expérience un certain temps, eh bien les performances vont s'améliorer. Qu'est-ce qu'on observe également, comment comprendre l'expérience? Eh bien voilà ce qui se passe si on présente du rouge pendant l'expérience, et si le patient répond au hasard rouge étant la bonne réponse, en fait on va constater qu'il va rester sur sa réponse. Si au contraire, en répondant au hasard, il dit vert, qui n'est pas la bonne réponse, on va voir que la personne va faire des petits mouvements, va froncer les sourcils, va secouer la tête et va revenir sur sa réponse. Globalement, la personne va dire « Ah non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire rouge ». Et donc, comment comprendre ça? En fait, ce qu'on saisit, c'est que l'hémisphère cérébral droit, globalement, il entend la réponse qui est donnée par l'hémisphère cérébral gauche. Si la réponse est la bonne réponse, il ne fait rien, il n'y a pas d'action motrice particulière. Par contre, si la réponse n'est pas la bonne, l'hémisphère cérébral droit va commander différentes actions motrices. C'est ce qu'on a vu, le fait de froncer les sourcils, de secouer la tête. Et toutes ces actions motrices vont représenter des indices que l'hémisphère cérébral droit donne à l'hémisphère cérébral gauche pour lui souligner qu'il s'est trompé et qu'il est nécessaire qu'il se corrige. Donc voilà comment les choses peuvent se produire. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les différences entre les hémisphères cérébraux droit et gauche? Déjà, évidemment, on peut souligner le fait que les deux hémisphères cérébraux ne font pas exactement la même chose, mais il n'y a pas non plus des différences absolues, on est plutôt sur des tendances, et ces tendances ont été vraiment mises au jour dans des situations expérimentales relativement précises, relativement subtiles. Alors après, bien sûr, si on se penche un petit peu sur toutes les expériences qui ont été menées à travers cette histoire des sciences qui concernent ce domaine, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut associer des fonctions perceptives, voire des fonctions cognitives qui sont spécifiques? Alors la tendance sur la base de quelques expériences a été de se dire que l'hémisphère cérébral gauche, il semble être plus spécialisé pour tout ce qui est de l'ordre du verbal, et l'hémisphère cérébral droit, il semble présenter une spécialisation pour tout ce qui est de l'ordre du spatial. Mais notons que néanmoins, un grand nombre de tâches peuvent être effectuées par l'un ou l'autre hémisphère cérébral, même si parfois, pour certaines tâches, on peut noter une efficacité différente. Et c'est vrai que ce qui a été mis en évidence en premier lieu, c'est cette latéralisation en fait gauche pour le langage qui a été la plus flagrante. Alors après, on se pose la question, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quand même différents styles de traitement pour différentes tâches? Et il a été proposé la chose suivante, de noter que l'hémisphère cérébral gauche, il a des tendances à présenter un fonctionnement un peu plus analytique et séquentiel, tandis que l'hémisphère cérébral droit, il présenterait un fonctionnement un petit peu plus holistique, avec un fonctionnement davantage en parallèle. Alors ça a été proposé suite à des expériences qui ont consisté à présenter des images particulières à des personnes présentant certaines lésions. Donc voilà, si par exemple on présente l'image d'un triangle qui est constitué de plein de petits rectangles, eh bien on constate que si l'hémisphère cérébral gauche est intact et que l'hémisphère cérébral droit est lésé, eh bien la personne, si on lui demande de dessiner ce qu'elle voit, elle va avoir tendance à dessiner plein de petits rectangles les uns à côté des autres. Mais elle ne va pas percevoir le grand rectangle, elle ne va pas le dessiner en tout cas. Si c'est l'inverse, si l'hémisphère cérébral gauche est lésé mais que l'hémisphère cérébral droit est intact, à ce moment-là, la personne va dessiner un triangle avec un simple trait et les petits rectangles ne seront pas représentés. C'est pour ça que dans ces contextes expérimentaux très particuliers, on a pu mettre en évidence ces quelques éléments. Alors, on s'est demandé finalement, est-ce qu'on ne serait pas là sur un système d'analyse un petit peu différent, avec peut-être un hémisphère cérébral qui est plus sur du global, ce serait plutôt l'hémisphère cérebral droit, et puis le gauche qui serait plus sur une analyse locale des stimuli. Et ça a donné lieu aussi à d'autres expériences. On s'est demandé si en fait les deux hémisphères cérébraux ne réceptionnent pas des stimuli assez semblables, mais en produisent une analyse différente. En fait,
ce qu'on a pu noter, c'est que l'hémisphère cérébral gauche fonctionne un petit peu comme un filtre passe haut et l'hémisphère cérébral droit un peu comme un filtre passe bas. C'est ce qu'on a pu mettre en évidence dans le domaine visuel, hein, si on considère donc un signal spatial. On peut retraiter une image. Par exemple celle-ci, hein, ce grand triangle constitué de plein de petits rectangles, on peut la traiter à l'aide de filtres qu'on applique par ordinateur, et soit on va laisser passer les éléments de haute fréquence, soit de basse fréquence, c'est-à-dire qu'on va soit utiliser un filtre passe haut qui laisse passer les hautes fréquences, ce qui va faire ressortir en fait les petits rectangles, soit un filtre passe bas qui laisse passer les basses fréquences, et dans ce cas-là, c'est essentiellement l'image du grand triangle qui va ressortir. Donc c'est comme ça que pourraient fonctionner effectivement plus ou moins ces deux hémisphères cérébraux. Et sur le plan auditif, bon, si on utilise un signal verbal et si on réalise un traitement du signal sonore avec l'un ou l'autre de ces filtres, on constate que si un discours est tenu et qu'on applique un filtre passe haut, eh bien ça va faire ressortir davantage les mots, donc les éléments linguistiques. Si on utilise un filtre passe bas, ce qui va ressortir, c'est surtout ce qui est l'ordre des intonations, de la prosodie, en tout cas les éléments non linguistiques du langage. C'est eux qui vont ressortir, c'est un peu ce qu'on a appelé la musique de la voix. Donc, partant de ces observations, on s'est dit que finalement, les signaux qui sont récupérés par tout un tas de signaux sont récupérés par les deux hémisphères cérébraux. Chaque hémisphère cérébral va amplifier certaines bandes de fréquences et finalement produire en fait certaines perceptions. Et on a également remis ça en lien aussi avec la taille des champs récepteurs des neurones qui sont impliqués dans les systèmes visuels ou auditifs. Alors, quoi qu'il en soit, on peut revenir à ce qu'on disait, c'est que les deux hémisphères cérébraux ne font pas exactement la même chose, mais les différences ne sont pas absolues. C'est vraiment plutôt des tendances qu'on met au jour dans des situations expérimentales très subtiles. Donc, si on veut en dire un peu plus sur ces différences fonctionnelles entre hémisphères cérébraux, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas les expliquer par une dichotomie unique. Hein, les limitations sont évidentes. On peut pas se dire, voilà, l'hémisphère cérébral gauche, il fait telle chose, l'hémisphère cérébral droit, telle autre chose. Ils font un petit peu tous les deux des choses semblables, avec évidemment certaines spécialisations, comme on l'a dit, certaines tendances qui peuvent parfois se développer. Il est très clair que les deux hémisphères cérébraux travaillent de concert en fait pour exécuter une tâche, même s'ils n'y contribuent pas chacun dans les mêmes proportions. Et bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une forme de pression évolutive qui a dû s'exercer. Si on pense à nos deux hémisphères cérébraux, effectivement, avoir des hémisphères qui font exactement la même chose, c'est peut-être pas le mieux, entre guillemets, sur le plan évolutif. Une spécialisation permettrait peut-être de faire davantage de choses. En fait, globalement, effectivement, l'asymétrie va ajouter des capacités peut-être plus efficaces et plus flexibles que si on s'inscrit dans une redondance, et c'est notamment le cas pour des fonctions qui demandent une analyse rapide des signaux. Hein. C'est un gain considérable de temps puisque ça évite en gros de demander l'avis de l'autre hémisphère cérébral. C'est par exemple le cas pour tout ce qui relève du langage. Hein. Le langage, finalement, c'est à la fois, ça nécessite à la fois d'être en mesure d'analyser en fait des signaux qui viennent très rapidement, ça demande de produire des signaux très rapidement, et c'est vrai que d'avoir une forme de spécialisation, ça permet de gagner du temps puisque l'hémisphère cérébral qui va se spécialiser peut un petit peu gérer un peu plus en solitaire cette fonction sans demander systématiquement l'avis de l'autre hémisphère cérébral. Donc c'est un gain de temps. On le retrouve aussi pour d'autres fonctions. On sait qu'il y a aussi une forme de spécialisation de l'hémisphère cérébral droit pour certaines perceptions et actions, aussi pour certaines émotions, notamment les émotions de peur qui demandent des actions finalement qui vont être rapides, hein, sinon on risque d'être mangé par un prédateur par exemple, pareil pour tout ce qui est de l'ordre de prise de décision, mais voilà, il faut vraiment quand même garder en tête que ces tendances finalement s'observent pour certaines fonctions de façon un peu plus que pour d'autres, mais les deux hémisphères cérébraux de toute façon ont tendance à travailler de concert. Voilà ce que l'on peut dire donc concernant ce chapitre concernant le langage et la latéralisation. Nous en avons terminé et je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale.